nous avons décidé, enfin, ou les comptables nationaux, enfin, nous avons tous décidé d'introduire dans la croissance l'amélioration de la qualité des biens produits. Et donc, quand on produit une voiture, quand elle a un équipement supplémentaire qui améliore sa qualité, on considère que cet équipement supplémentaire n'est pas une hausse du prix de la voiture, c'est une hausse du volume de la voiture. Donc dans le partage volume-prix de la valeur, on affecte au volume l'amélioration de la qualité. Ça crée d'ailleurs un problème qui est que l'inflation perçue n'est pas l'inflation mesurée par les instituts statistiques. Votre ordinateur que vous payez toujours à peu près au même prix, pour les instituts statistiques, son prix a baissé de façon considérable parce qu'il est beaucoup plus de performance que dans le passé. Le problème, c'est que ceci, nous savons le faire pour les biens, nous ne savons absolument pas le faire pour les services. Donc, et Internet, le numérique, le digital, appelez ça comme vous voulez, ça a apporté une considérable amélioration de la qualité des services, le transport, la distribution, tout, quoi, je veux dire. Et cette amélioration de la qualité des services, elle n'est pas considérée comme du PIB en volume, donc comme de la croissance. Et pas par mauvaise volonté, c'est parce que les instituts statistiques disent que notre mesure ne pourrait être qu'arbitraire. Prenez un exemple, quand vous achetez un billet de train, vous le faites chez vous sur Internet. Avant, il fallait faire la queue dans une gare, quoi. C'est bien plus agréable, mais ce n'est pas dans le PIB. Donc l'idée, c'est que toute l'amélioration de la qualité des services qui est amenée par Internet n'est pas intégrée dans le calcul de la croissance. Et ça n'est nulle part, quoi. Ou alors c'est du prix, mais ce n'est pas dans le volume. Et donc, évidemment, on sous-estime la croissance. Dans les économies où les services, c'est 80% ou 85% de la production. On sous-estime la croissance, et avec des estimations aux États-Unis, où on a essayé de le mesurer, qui sont que c'est au moins 0,5% de croissance par an de sous-évaluation de la croissance. Ce qui pose un problème, et qui est une des explications du ralentissement de la productivité, c'est qu'une partie du ralentissement de la productivité, en réalité, n'existe pas. C'est juste une conséquence de la sous-estimation de la croissance à cause de ce problème de mesure, de non-mesure de la qualité des services. Alors, heureusement qu'il y a un débat autour de la stagnation séculaire, parce que c'est une chose absolument centrale. S'il n'y a plus de gain de productivité, il n'y a plus de croissance de long terme, et c'est important de le savoir, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'habitue à vivre sans croissance, alors que nous avons pris l'habitude de faire résoudre par la croissance beaucoup de problèmes. Les problèmes d'endettement, les problèmes de vieillesse, de vieillissement, et donc d'augmentation des dépenses de retraite. Nous comptons sur la croissance pour prendre le problème d'augmentation des prix de la santé, avec les nouveaux médicaments beaucoup plus chers. Donc, s'il n'y a pas de gain de productivité, on n'aura pas de surplus qu'on pourra utiliser pour financer les retraites, pour financer la santé, pour se désendetter, pour baisser le temps de travail. Enfin, voilà. Donc c'est une question absolument... C'est la question centrale de l'économie, quoi, cette question-là. Alors on a des morceaux d'explication de ce... Alors on ne devrait pas appeler d'ailleurs ça stagnation séculaire, parce que si vous allez chez Hansen, la stagnation séculaire, c'est pas ça du tout, c'est la déflation en réalité. Donc c'est un très mauvais mot. Mais on a décidé, à tort, d'appeler ça la stagnation séculaire. Donc c'est l'absence de croissance de long terme, quoi. Alors, la comprend-on? On en comprend des bouts. Un bout dont nous parlions à l'instant, qui est que probablement une partie est une erreur de mesure. En réalité, nous avons plus de croissance que ce que nous croyons, donc plus de croissance de la productivité que ce que nous croyons. Un bout qui est un problème de structure des emplois. Nous créons aujourd'hui des emplois dans les services bas de gamme et nous perdons des emplois industriels. Donc c'est l'inverse de ce qui s'est passé dans les années 50-60, où on transformait des agriculteurs en salariés de l'industrie, donc leur productivité augmentait considérablement. Aujourd'hui, on transforme des salariés de l'industrie en salariés des services bas de gamme, donc leur productivité diminue. Et ceci, c'est une explication aussi importante de la perte globale de productivité. Et le reste, c'est un grand mystère. Donc disons qu'on explique à peu près la moitié du problème de réduction des gains de productivité, et que la moitié... Et on est dans le domaine de la conjecture. Peut-être c'est parce qu'on ne sait pas encore utiliser les nouvelles technologies. Peut-être c'est le vieillissement de la population. Peut-être c'est des problèmes d'éducation et de compétences de la population active. Mais c'est ce phénomène qui est central. À nouveau, nous ne savons en expliquer avec certitude qu'à peu près la moitié. Alors, il faut faire un peu attention à une erreur conceptuelle et d'analyse qui est un peu souvent faite. Quand on parle de stagnation séculaire, donc on explique qu'il y aura très peu de croissance à long terme
c'est à cause de la faiblesse des gains de productivité. Ceci n'a aucun effet sur l'emploi. Donc il faut répéter, en particulier à tout le monde des médias, que si vous avez 3% de gains de productivité et 1% de croissance des emplois, vous allez avoir 4% de croissance du PIB, mais que si vous avez 0% de gains de productivité et 1% de croissance des emplois, vous aurez 1% de croissance du PIB, mais vous aurez les mêmes créations d'emplois. Donc la croissance faible, si elle vient de la faiblesse des gains de productivité, n'a aucun effet sur l'emploi. Donc c'est un problème de croissance potentielle, ça ne change pas du tout l'emploi. Alors après, on peut peut-être un peu plus subtil dans la réponse, consistant à dire qu'il y a un lien absolument évident aujourd'hui entre la faiblesse de la croissance de long terme et la nature des emplois. Et que le problème central, il me semble, des économies de l'OCDE aujourd'hui, c'est ce que les économistes ont décidé d'appeler la bipolarisation du marché du travail, c'est-à-dire une situation où les emplois se créent essentiellement dans le bas de gamme, avec des emplois haut de gamme qui sont en nombre à peu près constant, dans les nouvelles technologies, dans le management, dans la finance, dans les services aux entreprises compliquées, et des emplois intermédiaires dans l'industrie, dans les services à l'industrie, qui diminuent, dont le nombre diminue. Donc le marché du travail va aux deux bouts, mais surtout vers le bas. Et ceci, on le disait avant, c'est une des causes importantes du ralentissement des gains de productivité, donc du ralentissement de la croissance. Ça ne correspond pas à de moindres créations d'emplois, mais ça correspond à une dégradation de la qualité des emplois. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une obsession sur le problème du chômage, on a raison. Mais il y a plein de pays qui sont au plein emploi, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Suisse, la Suède, etc. Dans ces pays, le problème, ce n'est pas le chômage. Le problème, c'est que nous avons dans ces pays aussi ce problème de dichotomie du marché du travail et de mauvaise qualité des emplois créés. Donc je crois qu'il va se rendre compte que le problème central des 10 prochaines années, ça ne va pas être le problème de chômage. On va résoudre le problème du chômage. Le problème du chômage, c'est la capacité à créer des emplois pour les salariés peu qualifiés. Il y a plein de pays qui y arrivent, et même la France y arrivera. Le problème, c'est que vous fabriquez des marchés du travail très, très bipolaires, avec des gens très bien payés, très qualifiés, et des gens, même s'ils sont qualifiés, d'ailleurs à titre personnel, qui occupent des emplois assez peu sophistiqués et assez mal payés. Et donc, je crois que le problème central pour nos économies, ça va être ce problème de la qualité des emplois dans le futur, plus que le problème du nombre d'emplois lui-même.